En réponse à la vidéo de la semaine dernière sur le lien entre écologie et colonisation, nous allons aujourd'hui nous demander quand l'humain a-t-il débuté l'écocide, en traitant dans un premier temps de l'approche historique et ensuite des sociétés post-industrielles. La civilisation entraîne l'extinction de 250 espèces par jour d'après l'ONU. D'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans et 97% des forêts anciennes ont déjà été détruites. En Europe, il n'y a plus de bassins d'extraction ni de ressources agricoles et 0,7% de la couverture forestière d'Europe est primaire. En France, 25 mètres carrés de champs et de forêts sont bétonnés chaque seconde. L'écocide, c'est la destruction ou l'endommagement irrémédiable d'un écosystème par un facteur anthropique, notamment par un processus d'écophagie qui détruit la surexploitation de cet écosystème, intentionnel ou non. C'est ce que fait l'être humain depuis des siècles et donc, nous allons nous demander quand l'être humain a-t-il débuté l'écocide. Avant de revenir sur l'histoire de la civilisation humaine, il faut bien différer la communauté, qui est non nocive, de la civilisation que nous connaissons aujourd'hui. Vivre en communauté, c'est ne s'accaparer aucun espace qui n'est pas le sien en respectant le cycle du vivant. Ainsi, la vie a plus de chances de se reproduire si changement écologique et destruction il y a. Si l'homme s'accapare toutes les ressources comme il le fait aujourd'hui, il y a un appauvrissement de ces dernières car ce processus ne respecte pas le cycle du vivant. Ainsi, la civilisation humaine ne met pas seulement en danger notre espèce, mais bien tout le monde vivant. Alors qu'est-ce que la civilisation ? Elle se distingue de la communauté par l'agriculture, qui est apparue vers 8000 avant Jésus-Christ, par un processus d'accaparement d'un espace en le débarrassant de tout être vivant et ne les conservant que pour produire de la nourriture humaine sans la partager avec d'autres espèces. Il y a ainsi une éradication biotique. La conséquence majeure, c'est que la population mondiale atteint un nombre colossal et cela conduit à une destruction des sols, en somme, le berceau de la vie terrestre. La façon la plus saine de consommer pour l'environnement était celle des chasseurs-cueilleurs, mais ils ne sont plus très nombreux de nos jours. Ce mauvais tournant pour l'humanité a commencé à l'émergence de la sédentarisation et de l'agriculture. Avant l'émergence de la civilisation, les sociétés humaines n'étaient que le prolongement de sociétés locales. Après la sédentarisation, et donc à l'apparition de la civilisation, l'exploitation d'humains et d'animaux dans le croissant fertile en Mésopotamie vont faire apparaître une nouvelle ère, celle de la civilisation, dont l'avènement sera l'apparition des premières cités humaines. Aujourd'hui, le berceau de la civilisation humaine, le croissant fertile, est une zone aride puisqu'elle a été surexploitée et l'humain y a donc provoqué une éradication biotique quasi totale. Il y a 5000 ans environ, au moment de la sédentarisation, l'humain impose l'expansion et la colonisation. Les civilisés se sont considérés comme supérieurs et dominants des autres êtres vivants. Du coup, cela a abouti à du contrôle, des guerres et à l'expansion au-delà des limites environnementales. C'est le début de la civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ainsi, l'esclavagisme et la colonisation font leur apparition, dans le but de faire la guerre à tout ce qui n'est pas civilisé. Les considérés comme sauvages sont des communautés qui ne sont pas dans une relation de domination sur leur environnement, mais bien dans une cohabitation et donc un respect du cycle du vivant, avec un mode de vie de chasseurs-cueilleurs. Les civilisés rentrent dans une guerre contre tout ce qui n'est pas eux-mêmes, et c'est donc l'avènement d'une société patriarcale et de domination interraciale, puisque l'esclavage, tout comme l'exploitation d'espèces animales, est le tissu des civilisations depuis leurs origines. La civilisation peut donc se définir aujourd'hui comme un état de guerre. Mais alors aujourd'hui, qu'en est-il ? Nous évoluons dans une société d'après l'industrialisation, donc une société post-industrielle. Le post-industrialisme est un courant de pensée dont les chefs de file sont Alain Touraine et Daniel Bell, qui débute dans les années 70 lorsque le capitalisme est à son essor. Elle va de pair avec l'économie post-industrielle, dont le système se base davantage sur une économie du savoir, de l'information et de la créativité que sur une économie de la production et de l'agriculture, comme ça pouvait être le cas les siècles passés. Aujourd'hui, nous sommes au bord de l'effondrement biotique total, et toute cette destruction est structurelle. Quels sont alors les mécanismes de la civilisation industrielle ? L'industrialisme, c'est la production mécanisée, et à l'intérieur de ce mécanisme, il y a 5 nœuds principaux. L'énergie, l'extraction, la finance, le transport, la communication et la technologie. Ces nœuds répondent à 3 objectifs, extraire les ressources, y accéder et les faire entrer dans un système de production mécanisé. Tout est une question de ressources, et si l'on veut arrêter cette machine, on doit se concentrer sur l'arrêt de l'un de ces 3 objectifs. Le système industriel répond aussi à une idéologie, une religion inventée pour défendre ses structures, et elle se confond pour toute civilisation. Cette idéologie est l'expansion. Elle répond elle-même à 3 grandes valeurs, les hiérarchies, puisqu'il faut classer les êtres vivants, la stabilité intérieure, en soi maintenir la paix sociale, l'efficience, qui optimise les performances, ce qui permet un écrasement de l'adversaire, une légitimation de la violence, et donc amène à des records de production. Et enfin l'ignorance et la peur, pour que les individus ne puissent pas voir la destruction autour d'eux.
L'éco-anxiété est une bonne démonstration de cet environnement de peur ambiante dans notre système. Toutes ces valeurs sont soutenues par le mythe du progrès, qui part du principe que l'humain est originellement sauvage, faible et bête, et qu'il ne peut qu'évoluer positivement, à la fois pour les secteurs intellectuels que sur le plan technique et matériel. Tout ce mécanisme permet de neutraliser les populations afin qu'elles ne puissent pas rentrer en résistance contre le système. Mais qu'est-ce qui nous empêche de voir qu'on mène une guerre contre le vivant ? Alors en théorie, on s'identifie aux ennemis, car on bénéficie en partie de cette guerre. Le capitalisme, c'est nous-mêmes. Il faut arrêter de s'identifier à l'ennemi pour pouvoir se soulever. C'est le principe même de résistance. Car aujourd'hui, si l'on veut faire machine arrière et rattraper une partie des erreurs écologiques causées par la civilisation humaine, la machine doit être inversée, puisque les besoins économiques sont au-dessus de la nature, alors que l'inverse est impossible dans notre système. Tandis qu'en pratique, le résultat de ce système est qu'il y aurait au minimum 27 millions d'esclaves dans le monde aujourd'hui, et que le capitalisme tue au moins 20 millions de personnes par an d'après Mediapart, car elles ne sont pas jugées rentables. L'esclavage est le tissu des civilisations depuis leurs origines, tout comme le spécisme. La violence est intégrée au système de la société industrielle et est hiérarchisée et récompensée. On arrive plus à imaginer la fin du monde que celle du capitalisme. Enfin, est-ce qu'il existe des alternatives au système post-industriel et au capitalisme ? Alors, on va donner un exemple ici. Il en existe une qui s'est développée depuis les années 70. C'est une nouvelle façon de penser le système industriel et l'écologie qui a fait son apparition, et son nom n'est autre que l'écologie industrielle. Ce courant de pensée scientifique pense le système capitaliste industriel comme un biosystème naturel. C'est-à-dire, l'écologie industrielle repose sur un métabolisme industriel, puisque chacune de nos activités humaines dépend de la production et de l'extraction de ressources naturelles. Par exemple, pour citer le grand défenseur de ce mouvement, Surener Kaman, aujourd'hui de nombreuses entreprises utilisent les détritus des décharges urbaines comme nouvelle matière première ou comme combustible. À partir de ces connaissances, l'écologie industrielle détermine donc les transformations susceptibles de rendre le système industriel compatible avec un fonctionnement dit normal des écosystèmes biologiques. En somme, inclure la vie industrielle à la vie naturelle et rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire replacer Mère Nature comme grande patronne de notre schéma de vie. Donc oui, au niveau local, cela est possible et est déjà réalisé. Mais au niveau global, l'ambition ne dépasserait-elle pas la réalité, même si elle est noble ? En conclusion, et pour répondre à la question qui a été posée au début de la vidéo, l'être humain a commencé l'écocide lorsqu'il a arrêté de vivre avec et pour son environnement, mais bien lorsqu'il a commencé à vivre en empiétant sur ce dernier, dont les impacts sont d'ailleurs visibles aujourd'hui à l'ère de nos sociétés post-industrielles. Mais comment parler d'écologie dans nos sociétés post-industrielles sans parler d'éco-responsabilité ? Ce sera le sujet de la semaine prochaine.